Dans la mythologie grecque, Pandore fut jadis la première femme humaine à avoir été façonnée de toutes pièces par la main des dieux. Zeus ne supportant plus de voir l'humanité bénéficier d'une technologie propre à l'Olympe depuis le vol du titan Prométhée, la déesse fut ainsi créée dans un esprit de vengeance. Athéna lui offrit la vie, Aphrodite la beauté, et Apollon lui enseigna la musique. Tant de louanges et de vertus qui seront néanmoins équilibrées par la venue d'Hermès et d'Héra, lesquels lui enseigneront également l'art du mensonge et de la jalousie, mais aussi et surtout le défaut de la curiosité. Pandore fut ensuite déposée sur Terre avant d'être promise aux frères de Prométhée, transportant avec elle une mystérieuse boîte que Zeus lui avait pourtant formellement interdit d'ouvrir. Mais ne pouvant aller contre sa propre nature, la déesse cédera, réalisant malheureusement que trop tard la gravité de son geste, et surtout qu'elle venait en réalité de libérer vieillesse, maladie, tromperie et tant d'autres défauts propres à l'humanité, tels que nous la connaissons aujourd'hui. Le mythe de la fameuse boîte de Pandore était né. Un nom souvent associé à celui de deux autres déesses. Gaïa, déesse mère et matriarche des titans, et Déméter, déesse de l'agriculture, et plus connue en tant que navire ayant jadis permis au sinistre comte Dracula de rejoindre Londres dans le célèbre roman de Bram Stoker. Trois déesses pour certaines porteuses de malédictions chargées d'acheminer divers cadeaux empoisonnés en provenance des enfers et distinguées de leurs semblables par une certaine appellation. Anésidora. Quand on se penche sur l'étymologie du mot Anésidora, le parallèle avec Alien Isolation est plus qu'évident. La tragique destinée d'Anésidora au sein de la franchise étant à la fois une métaphore du mythe de la fameuse boîte de Pandore, mais aussi de la traversée du célèbre navire marchand le Déméter. La boîte noire du Nostromo est un écho évident à la boîte de Pandore, l'Anésidora représente le Déméter, et bien évidemment le xénomorphe fait ici office de Dracula. Dracula qui dans le roman de Bram Stoker fera de Londres une ville obscure et plus dangereuse que jamais, exactement à l'instar de la fameuse station Sébastopol dont on va beaucoup parler dans cette vidéo. Un immense complexe désaffecté perdu au beau milieu de l'espace, et qui sera le théâtre d'une gigantesque partie de cache-cache opposant non seulement Amanda Ripley au fameux xénomorphe, mais aussi à une bande d'androïdes corrompus. Salut tout le monde, c'est William Stark, et bienvenue dans ce 6e épisode de la chronologie d'Alien. Nous sommes de retour sur Terre, en Amérique centrale dans une petite ville côtière de la République du Salvador, au domicile des Ripley. La mystérieuse disparition du Nostromo ayant grandement attiré l'attention de la presse, Amanda était devenue malgré elle une petite célébrité. Et étant désormais devenue pupille de la nation quant à la disparition de sa mère, elle bénéficiait dès lors d'un large soutien financier de la Weyland, ainsi qu'un accès simplifié et prioritaire à l'éducation et aux soins de santé. Mais malgré tous ces privilèges, les années passeront sans pour autant qu'Amanda ne parvienne à faire le deuil de la disparition de sa mère. Et les rapports conflictuels entre elle et son beau-père s'intensifiant de plus en plus jusqu'à basculer définitivement dans une violence extrême, elle sera alors amenée et ce à plusieurs reprises à fuir du domicile familial. Mais Amanda n'en avait pas pour autant oublié son objectif premier, découvrir la vérité sur les véritables circonstances de la mystérieuse disparition de sa mère, ce qui la conduira dans les bas-fonds de la société et à investir des sommes absolument astronomiques dans des rapports dits officiels de la Weyland-Yutani. Mais officiel ne rimant pas toujours avec vérité, la pauvre Amanda se fera avoir plus d'une fois. Le Nostromo avait disparu dans des circonstances inconnues et puis c'est tout, c'était le rapport officiel. Nous sommes en 2124. Et la fameuse station Sébastopol sera alors achetée par l'une des rares compagnies ayant réussi jusque-là à préserver son indépendance depuis la naissance de la Weyland-Yutani. La fameuse Sixon Corporation dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode 2, comme quoi tout est lié. Elle était toujours en concurrence directe avec la Weyland, mais au vu de l'obsolescence des technologies qu'elle proposait, elle représentait pas non plus un réel danger pour la firme. Elle était plus ou moins laissée sur le carreau, quoi, et on peut même dire que la Weyland la snob. Pour l'instant.
6 ans plus tard, afin de simplifier le transport et le chargement de marchandises à destination ou au départ de la Terre, la Weyland-Yutani construira alors la station Gateway. Un immense complexe spatial placé en orbite au-dessus de la planète bleue, permettant l'amarrage de la plupart des organisations commerciales, voire même d'astronefs appartenant au corps des Marines coloniaux. De plus, la station se présentait comme une vaste zone résidentielle capable d'accueillir, et ce de manière permanente, son propre personnel. Il s'agit là de la fameuse station spatiale qui accueillera Ellen Ripley au tout début d'Alien, deuxième du nom. Désormais majeure, Amanda recevra plusieurs propositions de la Weyland, l'invitant à rejoindre les rangs de la compagnie. Une véritable opportunité que la jeune femme refusera pourtant à plusieurs reprises, préférant enchaîner les petits boulots de maintenance au sein des colonies lunaires. Et sur place, Amanda se liera d'amitié avec une certaine Zula Hendrix, un ancien soldat des Marines coloniaux jadis gravement blessé au combat et qui accompagne désormais souvent la jeune femme sur ses interventions. Un jour, lors d'une de ces opérations, Zula Hendrix se retrouvera une nouvelle fois aux côtés de son ami dans une délicate situation impliquant des civils piégés par un sas défectueux, empêchant ainsi ces derniers de quitter le centre technologique lunaire de la Weyland. Amanda et Hendrix rejoindront alors l'ingénieur de service déjà sur place, un certain Jeremiah Brodsky, et Amanda identifiera rapidement le problème. Elle informera alors immédiatement Jeremiah de la bonne manœuvre à suivre pour éviter que le sas ne s'ouvre prématurément. Mais malheureusement, ce dernier comprendra de travers et redémarrera un poil trop tôt le système d'ouverture des portes. Ce qui aurait pu causer la mort des civils si Amanda n'avait pas eu le bon réflexe de couper la connexion à l'instant T. Elle aura sauvé la vie, quoi. Mais bien que la catastrophe eût été évitée, l'affaire partira tout de même devant les tribunaux. La Weyland-Yutani cherchant à déterminer à qui incombait la responsabilité d'une telle erreur et donc à sanctionner la bonne personne. Et finalement, seul Jeremiah Brodsky sera tenu pour responsable et il se fera virer. Quant à Amanda et surtout au vu de ses dernières prouesses, la Weyland-Yutani réitérera une énième fois son offre. Sauf que cette fois, la jeune femme se ravisera et acceptera finalement la proposition, réalisant qu'une telle opportunité ne ferait que davantage la rapprocher de la vérité. Et c'est ainsi que la jeune Amanda Ripley rejoindra les rangs de la Weyland-Yutani en tant qu'ingénieure, avant de demander sa mutation dans le secteur de la dernière émission connue du Nostromo. S'accrochant au très mince espoir d'être en première ligne, le jour où toute information concernant de près ou de loin la disparition de sa mère ne viendrait à faire surface. Dans l'univers du célèbre xénomorphe, l'USCSS Anesidora était un navire de sauvetage privé opérant en solitaire dans l'espace lointain. Un vaisseau fortement délabré, insalubre et nécessitant d'importantes et coûteuses réparations, obligeant son capitaine Henry Marlowe à s'aventurer toujours plus loin dans l'espace profond à la recherche de denrées rares. Et c'est ainsi que le navire se retrouvera à explorer le fameux système Zeta 2 Reticuli et tombera un jour totalement par hasard sur la tant convoitée boîte noire du Nostromo. Et voyant en une telle découverte un potentiel moyen de remédier à ses propres difficultés financières ainsi qu'à celles de son équipage, Marlowe extrapolera alors la trajectoire de l'enregistreur de vol de l'astronef dans l'espoir de retrouver l'épave. Un certain plan de vol qui conduira inexorablement et à son tour l'Anesidora jusqu'à la lune LV-426, interceptant par la même occasion le fameux signal de détresse Malakak toujours actif. Mais en cet instant, les Anesidoriens étaient décidément bien loin de s'imaginer que ce qu'ils allaient découvrir allait tout droit les mener vers une future catastrophe et qu'ils allaient très bientôt devoir payer le prix de leur curiosité. En plus de Marlowe, 3 autres membres d'équipage suivront alors la piste du signal. Un certain East, Mix et Catherine Foster, la femme de Marlowe, jusqu'à finalement faire face non pas à l'épave du Nostromo, mais bel et bien à celle du sinistre vaisseau Malakak. Les 4 Anesidoriens prendront alors sur eux d'explorer la carcasse du navire.
marchant dans les mêmes pas que l'équipage du Nostromo et découvrant à leur tour le cadavre fossilisé du pilote faisant désormais partie intégrante de son propre tableau de bord. Et souhaitant davantage pousser son investigation, Marlowe finira par découvrir la balise à l'origine même du signal et d'un simple geste à la fois curieux et innocent, la coupera, faisant désormais de l'équipage de la Nessidora les seules personnes à connaître avec exactitude l'emplacement de l'épave. Donc à partir de là, plus moyen de retrouver le vaisseau Malakak, et ce même pour la Wayland. Il ne reste alors plus qu'un seul élément connu, le nom de la Lune. Et oublie pas ce petit détail. L'équipage poursuivra ensuite son investigation dans la soute de l'astronef et Foster sera malheureusement attaquée par un facehugger. Elle sera alors immédiatement rapatriée à bord de la Nessidora et l'astronef quittera ensuite urgemment la Lune dans l'espoir de trouver de l'aide. Et comme à l'accoutumée, le facehugger se détachera de lui-même quelques heures plus tard avant de crever, laissant Foster se réveiller tranquillement et apparemment indemne. Mais malgré ça, Marlowe restait quand même très méfiant quant à ce qui venait de se passer, et il insistera donc pour que sa femme soit placée en hypersommeil jusqu'à trouver un éventuel spatioport qui serait susceptible de lui venir en aide. Et c'est ainsi qu'apparaissant telle une perle scintillante et isolée au beau milieu du rideau sombre et infini de l'espace, la Nessidora tombera sur la fameuse station spatiale Sébastopol. Véritable phare céleste aidant les astronautes égarés et épuisés à trouver leur chemin au travers des ténèbres et orbitant autour de la géante gazeuse KG-348. Comme dit dans l'épisode précédent. Marlowe brisera alors toutes les procédures de quarantaine afin de pouvoir s'amarrer à la station, proposant la fameuse boîte noire du Nostromo comme monnaie d'échange, afin que sa femme puisse immédiatement être prise en charge par les médecins opérant à bord du complexe. Mais malheureusement, les efforts du capitaine de la Nessidora resteront vains. Un xénomorphe émergera violemment du corps de Foster, laissant cette dernière pour morte avant de trouver refuge au cœur même de la zone de maintenance des réacteurs de la station. Marlowe et son équipage seront alors immédiatement arrêtés par les maréchaux en poste à bord du complexe, avant d'être lourdement interrogés quant à la présence inopinée d'une créature mortellement dangereuse à bord de Sébastopol. Et là, une petite question mérite tout de même d'être posée. Car quand on connaît la suite des événements d'Alien Isolation, on peut légitimement se demander si finalement ce fameux premier-né n'était pas une reine xénomorphe. Une théorie très intéressante, mais qui pourrait également s'appliquer dans un tout autre cas de figure impliquant une classe bien spécifique d'aliens plus connue sous l'appellation de drones xénomorphes. Mais factuellement, que ça soit l'un ou l'autre, ça change pas grand chose à la suite du récit. Mais ceci dit, pour bien vous expliquer cette seconde hypothèse, je vais laisser la parole à mon ami et confrère de la chaîne Xenolife. Merci William de m'accueillir au sein de ta vidéo. Et tu m'as demandé de parler du drone et la menace que pouvait représenter un drone. Eh bien, sachez, mes chers petits, je sais pas si tu appelles tes abonnés calamars, mais bon, je vais les appeler calamars car tout le monde est un calamar pour moi. Sachez, mes chers petits calamars, que le drone n'est pas une menace à sous-estimer. En effet, un drone seul peut générer énormément de chaos. On l'a vu dans plusieurs médias, que ce soit dans le premier Alien, ou même dans des médias tels que les comics ou dans les jeux vidéo. Prenez l'exemple de numéro 6, un seul drone peut générer un bordel monstre. Et il a fallu d'un seul drone sur la station Sébastopol pour avoir une infestation monstrueuse. Un drone peut également se transformer en une reine, on l'a vu au sein de mes vidéos. Un drone isolé, à un moment donné de son existence, peut muter en reine et commencer à pondre et à effectuer un cycle de ponte dantesque. Ce qu'on a vu aussi dans Sébastopol. Amanda Ripley a été, je parle de mes propres traumas, mais les joueurs d'Alien Isolation ont découvert avec horreur l'existence d'une ruche, d'une reine. Et oui, la reine a été confirmée dans Alien Isolation. On l'entend, mais on ne la voit pas. Les développeurs n'avaient pas envie d'avoir une forme de boss dans le jeu, ce qu'on peut comprendre. Donc voilà, ne jamais sous-estimer un drone. Souvenez-vous aussi de l'exemple de numéro 6, qui est le drone de Alien vs Predator de 2009. À la fin du jeu, isolé, il subit une petite crise, il est capturé et ça fait une reine. Donc ne jamais sous-estimer le drone. Le drone, c'est la colonne vertébrale des ruches. Sans le drone, il n'y aurait pas de ruche. Parce que le drone peut donner une reine et une reine peut donner une ruche. Voilà.
J'espère que ça te plaira, mon petit William Stark, et n'oublie pas de vous abonner à la chaîne de Virtual Gemini parce qu'il fait un taf vraiment dantesque. Sur ce, je rends l'antenne. Ciao les calamars. Xenolife est une chaîne que je vous recommande vraiment chaudement si vous voulez vraiment être incollable sur tout ce qui touche de près ou de loin l'univers d'Alien. Car même si de mon côté je m'efforce à créer une chronologie aussi complète que fidèle, et bah croyez-moi que dans les faits, je ne fais qu'à peine effleurer la surface de la franchise tant son lore est absolument titanesque. Donc s'il y a des intéressés, bah je vous mets un lien vers sa chaîne dans la description. Et je vous encourage vraiment à aller y faire un tour. Non vraiment, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, un grand merci pour ta participation l'ami. La créature établira ainsi un véritable nid de xénomorphes au cœur même de la station. Les œufs et les aliens grouillent désormais de toutes parts dans la zone de maintenance, jusqu'à ce qu'un xénomorphe isolé ne parvienne à rejoindre les étages supérieurs et ne commence à massacrer tout le personnel en place. Faisant régresser les derniers survivants vers leurs plus bas instincts et les condamnant désormais à vivre dans un perpétuel état de peur viscérale et de paranoïa. Lentement mais sûrement, la lumière autrefois scintillante de Sébastopol commencera à s'atténuer. La station apparaissant désormais telle une relique maudite dégageant une inquiétante sensation de désespoir et de décrépitude, et hantée par les échos de ses jours de gloire, désormais révolus. Et nous arrivons au bout de ce 6e épisode de la chronologie d'Alien. Et je suis vraiment désolé pour l'attente, mais avec le taf à côté, bah c'était vraiment pas simple. J'espère néanmoins qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, bah n'oubliez surtout pas de le liker, de le partager, et aussi de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Encore une fois, un grand merci à Xenolife pour sa participation, et n'hésitez surtout pas à aller checker sa chaîne. Le lien est dans la description. Et tant qu'à faire, si vous êtes vraiment un fan hardcore de la licence, et bah je suis obligé de vous recommander également la chaîne de Wiki Alien. Car même si les deux chaînes ont une approche très différente du sujet, et bah elles n'en restent pas moins très complémentaires l'une de l'autre. Enfin c'est mon avis. Bref, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour la suite. Tchuss.